Mes parents ont vidé mon fonds de mariage de 60 000 $ pour la maison de rêve de ma sœur, puis m'ont dit d'en être fier. 4 jours plus tard, leur compte bancaire a été gelé et mon père m'a appelé en hurlant. Je m'appelle Teresa Marlowe, j'ai 32 ans. Le ciel d'automne s'était déjà assombri lorsque je me suis engagé dans l'allée de mes parents, leur maison de banlieue baignée dans cette même lumière dorée que je connaissais depuis l'enfance. Le dîner du dimanche était censé être une tradition, bien qu'en réalité, il soit devenu une obligation, une représentation rituelle où nous feignions tous que notre famille n'était pas brisée par le favoritisme et les dettes tacites. J'ai lissé les plis de ma jupe anthracite, j'ai inspiré et je suis descendu de ma modeste berline. À travers la baie vitrée, des éclats de rire et des mouvements s'agitaient comme une pièce de théâtre jouée sans moi. J'ai hésité, le nœud familier se formant dans mon estomac, puis j'ai frappé 2 fois avant de glisser la clé dans la serrure. « Annonce-toi toujours, Teresa, disait maman. C'est poli. » À l'intérieur, l'odeur de poulet rôti et de pommes de terre au romarin m'a enveloppé, à la fois chaleureuse et étouffante. Des photos de famille bordaient le couloir. Le sourire radieux de papa à la remise des diplômes universitaires de Rachel, mon demi-sourire à la mienne. Des vacances où je ressemblais plus à une observatrice qu'à une fille. « Teresa, c'est toi. » La voix de maman flottait depuis la salle à manger, enjouée. « C'est moi », ai-je répondu en suspendant mon manteau au porte-manteau. Quand je suis entré dans la pièce, je me suis figé. Rachel se tenait là dans une robe de cocktail bordeaux, les cheveux fraîchement méchés, rayonnante comme si les projecteurs n'appartenaient qu'à elle. Papa versait du champagne dans les flûtes en cristal réservées pour Noël et les grands anniversaires. Maman s'affairait avec ses boucles d'oreilles en perles, l'excitation émanant d'elle. « Tu arrives juste à temps », s'est-elle exclamée en m'enveloppant dans une étreinte qui sentait le Chanel numéro 5. « Un temps parfait », a ajouté papa. Nous étions sur le point de trinquer. « À quoi ?» ai-je demandé, même si j'en pressentais déjà la réponse. Rachel serrait son verre, arrivant à peine à se contenir. « Je l'ai trouvé », a-t-elle lâché. La maison de mes rêves, à Oakwood Heights. Les maisons de ville de luxe avec jardin sur le toit. Ils ont accepté notre offre ce matin. Mon sourire forcé s'est figé. Oakwood Heights, l'endroit où les prix de départ dépassaient les 450 000 $. Papa a passé un bras autour d'elle. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Et nous l'aidons pour l'apport personnel, est intervenue maman en tapotant la main de Rachel, grâce au fonds fiduciaire familial. La flûte a tremblé dans ma main. Le fonds fiduciaire familial. Maman a opiné du chef joyeusement. Bien sûr, pour les grands événements familiaux. C'est pour Rachel. La pièce a tangué, mon cœur cognant contre ma poitrine. Vous voulez dire le compte que j'alimente depuis 10 ans. Pendant un instant, le regard de papa a vacillé. De la culpabilité. Une hésitation avant de se durcir. Cela a toujours été pour la famille, Teresa. Rachel est prête. Tu comprendras. Je ne pouvais plus respirer. Mon esprit est revenu en arrière. À 22 ans, fraîchement diplômé de l'université, invité à un dîner où papa avait étalé des papiers sur cette même table. « Commence ton fonds d'avenir », avait-il dit. Maman avait souri, m'encourageant à y verser ce que je pouvais. Mois après mois, 500 $ déduits de mon salaire, des vacances sacrifiées, des meubles d'occasion achetés, des nuits seules dans un appartement exigu, tout cela pour la promesse qu'un jour ce seraient mes fondations. Et maintenant, c'était le triomphe de Rachel. Rachel a sorti son téléphone, faisant défiler des photos sur papier glacé. Regarde, des comptoirs en granit, des plafonds cathédrales. Oh, et la suite parentale a un dressing. C'est magnifique, ai-je réussi à dire, la voix étranglée. Tu vois, a rayonné papa. Teresa a toujours été la plus responsable. Elle comprend. Le tapotement de maman sur mon bras était condescendant. Tu n'as même pas encore de petite amie, ma chérie. Rachel est à une autre étape de sa vie. Ces mots ont tranché plus profondément qu'elle ne le pensait. Rachel, l'enfant chéri, bénéficiaire d'une voiture offerte, de vacances en Europe qualifiée d'éducative, d'un diplôme d'études supérieures financé sans hésitation. Pendant ce temps, je prenais le bus sous la pluie, colmatais des plafonds qui fuyaient, refusais des opportunités pour rester à proximité. Fiable. Excusez-moi, ai-je murmuré en posant le champagne. Je me suis dépêché d'aller aux toilettes, verrouillant la porte derrière moi.
Mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone pour ouvrir l'application bancaire. Le compte me fixait. Solde précédent, près de 60 000 $. Solde actuel, $0. Dernière transaction, transfert vers un compte externe. Hier. Mon estomac s'est noué. L'air s'est raréfié. Une décennie de sacrifices évanouis en un clic, sans même une discussion. À travers la porte, j'entendais le bavardage enthousiaste de Rachel au sujet des couleurs de peinture. Les fredonnements ravis de maman. Le grondement fier de papa. J'ai agrippé le lavabo en porcelaine, les articulations blanchies. Dans le miroir, une étrangère me fixait en retour. La bonne fille vidée de sa substance. Ce n'est plus une question d'argent, ai-je pensé. C'est une question de valeur, de reconnaissance. J'ai pris une inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai déverrouillé la porte. Les charnières ont grincé lorsque je l'ai poussée, plus fort que prévu. La conversation s'est arrêtée au milieu d'un rire. 3 visages se sont tournés vers moi, les verres de champagne figés. C'était mon argent. Ma voix a résonné plus tranchante que je ne l'espérais, calme et froide. Le rire de maman a tremblé nerveusement. C'est un fonds familial, ma chérie. Nous avons toujours pris les décisions en famille. Des décisions, ai-je répliqué. Ai-je été consulté avant que vous ne vidiez un compte que j'ai construit avec le moindre dollar économisé? Rachel a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais. Papa a posé son verre délibérément. Calme-toi, Teresa. Ta sœur a besoin de cette maison. C'est pour le bien de la famille. Le bien de la famille? Les mots me brûlaient. Montrez-moi les relevés. La mâchoire de papa s'est crispée. Ce n'est pas le moment. Montrez-moi les relevés. Chaque syllabe est tombée lourdement. Une bataille silencieuse s'est jouée entre maman et papa. Finalement, papa a soupiré, s'est levé et a quitté la pièce. Je pouvais sentir le regard brûlant de Rachel posé sur moi, faisant tourner le pied de sa flûte de champagne comme si elle répétait déjà la façon dont elle raconterait cette histoire à ses amis. Teresa, la sœur ingrate. Quelques minutes plus tard, papa est revenu avec un portfolio en cuir. Il l'a jeté sur la table. Je m'en suis saisi, feuilletant page après page. Mes dépôts, réguliers comme une horloge. Aucune contribution de leur part. Une boule s'est formée dans ma gorge. Pas un seul dollar de votre part à tous les deux. Papa a bougé, marmonnant, nous avons apporté des conseils. Une stratégie. Des conseils? Mon doigt a pointé une ligne de retrait. 20 000 $ en août 2022. Rachel a regardé ses ongles. Pour ses études supérieures, a répondu maman doucement. Et ces 12 000 $, ces montants plus petits? La voiture, a admis papa d'un ton bourru. Sa transition, son voyage. Chaque mot enfonçait le couteau. J'ai refermé brutalement le portfolio, la poitrine vide mais bouillonnante. Et qu'en est-il de mes besoins? Tu as toujours été capable, a dit papa comme s'il me faisait un compliment. Si indépendante, a ajouté maman doucement. Parce que je n'avais pas le choix, ai-je rétorqué. Chaque fois que je demandais, c'était non. Les yeux de maman ont brillé. Ce n'est pas juste, Teresa. Après tout ce que nous avons fait. Qu'avez-vous fait exactement? Mon ton était plat, je ne suppliais plus. Nous t'avons élevé, a aboyé papa. Un toit, de la nourriture, le strict minimum, ai-je interrompu. Rachel a souri d'un air suffisant. C'est juste de l'argent. Tu en économiseras d'autres. Ce n'est pas ma faute si tu as choisi une carrière ennuyeuse. Sa cruauté a coupé le dernier fil. J'ai ramassé mon sac et le portfolio. Où vas-tu? A demandé maman d'une voix brisée. J'ai perdu l'appétit. Papa s'est levé, son autorité planant sur la pièce. Nous attendons de toi que tu sois raisonnable. La décision est prise. Oui, ai-je dit en me tournant vers la porte. Elle l'est. La voix de Rachel m'a suivi, acérée et méprisante. Tu gâches tout pour de l'argent. Je me suis arrêté sur le seuil, regardant en arrière une dernière fois. La mâchoire rigide de papa, maman tordant sa serviette, l'exaspération de Rachel. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit doucement.
C'est une question de confiance. La porte s'est refermée derrière moi, un clic doux mais définitif. Dans ma voiture, le portfolio pesait lourd sur le siège passager. 10 ans de sacrifices reliés dans du cuir. Les lampadaires se sont allumés, éclairant une route que je n'avais jamais empruntée auparavant. Pour une fois, la fille responsable ne rentrait pas à la maison. L'appartement était silencieux, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur, témoin indifférent de mon effondrement. J'ai étalé les relevés bancaires sur ma table basse. Chaque page était un autre rappel de la vie que j'avais sacrifiée pour construire un avenir qui avait été donné en un instant. 10 ans de dépôt de $500, mon nom dactylographié proprement à côté de chaque ligne. Cela ressemblait à des pièces à conviction dans un procès. Sauf que les accusés étaient mes parents et ma sœur. Mon téléphone a de nouveau vibré, de manière insistante. Je n'avais pas besoin de vérifier. L'identifiant de l'appelant avait déjà défilé de maman à papa, puis à Rachel, et inversement. Je l'ai laissé vibrer jusqu'au silence, mais le voyant de notification continuait de clignoter, rappel obstiné de leur persistance. J'ai fini par appuyer pour écouter. Ma chérie, roucoulait la voix de maman dans le premier message vocal. Tout de sirop et d'acier. Tu surréagis. C'est le moment de Rachel. Elle a besoin de cette maison. Elle a un fiancé auquel penser. Nous parlerons demain. Le message suivant était celui de papa, sec et tranchant. Ton silence est décevant, Teresa. La famille Marlowe ne lave pas son linge sale en public. Arrête ce caprice enfantin avant que cela ne nuise à notre réputation. Et puis la voix de Rachel, celle qui chuchotait des secrets avec moi sous les couvertures quand nous étions petites. Tu pourrais au moins être heureuse pour moi. De toute façon, ce n'est pas comme si tu allais un jour utiliser cet argent. J'ai supprimé les 3. Pourtant, la douleur persistait. Parcourir Instagram relevait du masochisme, mais je l'ai fait quand même. Rachel avait publié une photo éclatante devant le bureau de vente d'Oakwood Heights, brandissant de nouvelles clés brillantes comme un trophée. La légende, les rêves se réalisent quand on a une famille généreuse. Les hashtags s'accumulaient en dessous, béni, nouveau et la famille d'abord. Des dizaines de commentaires la félicitaient pour son travail acharné et son dévouement. J'ai presque ri. Son travail acharné. Elle n'avait même pas travaillé à temps plein avant la fin de sa vingtaine. Cette cruelle ironie m'a serré la poitrine jusqu'à ce que mes doigts me démangent d'écrire une réponse. J'en ai rédigé une, félicitations pour avoir dépensé mes $60 000. J'espère que les comptoirs en granit apprécieront le sacrifice. Je l'ai supprimé. J'en ai écrit une autre, drôle de définition de la famille. Vider le compte de sa sœur et appeler cela de la générosité. Supprimé aussi. Enfin, j'ai écrit, félicitations pour ta nouvelle maison. Puisse-t-elle t'apporter autant de joie que ma décennie d'économie l'a fait. Mon pouce est resté suspendu. Était-ce trop amer, trop révélateur? Mais quelque chose en moi, à vif et épuisé, refusait de se taire. J'ai cliqué sur publier. Les commentaires ont commencé à affluer presque instantanément. Des amis me demandant ce que je voulais dire, des proches s'identifiant les uns les autres, le frémissement silencieux du scandale commençant à se propager. Mon téléphone vibrait comme un fil électrique sous tension. Un coup à la porte m'a fait sursauter. C'était Sarah, mon amie d'université devenue assistante juridique, tenant une bouteille de merlot d'une main et un dossier de l'autre. Tu avais l'air mourante au téléphone, a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. Alors, j'ai apporté des renforts. J'ai regardé le dossier avec lassitude. Qu'est-ce que c'est? Elle a posé le vin sur le comptoir et a sorti 2 verres de mon placard comme si elle habitait ici. Des informations. Tu as dit qu'ils avaient vidé un compte joint que tu alimentais depuis 10 ans. Oui, ai-je chuchoté. Près de $60 000, tout simplement volatilisé. Elle a versé le vin, d'un rouge sombre, s'accumulant comme du sang. Teresa, ce n'est pas seulement injuste. C'est peut-être illégal. Le mot m'a frappé comme une gifle. Illégal? Mais leur nom y figurait aussi. C'était un compte familial. Compte joint ne signifie pas communautaire, a dit Sarah en glissant des papiers vers moi. Si tu peux prouver que tu étais la seule contributrice, c'est un détournement de fonds. Les tribunaux se moquent de savoir s'il s'agit de tes parents ou d'inconnus. Le vol est un vol. J'ai fixé les pages. Des lois, des jurisprudences,
Des termes comme responsabilité fiduciaire, bien trop cliniques pour décrire les dîners du dimanche et les chambres d'enfance. Mon estomac s'est noué. Je ne peux pas poursuivre ma famille en justice. Sarah s'est penchée en avant, la voix douce mais ferme. Et tu ne peux pas les laisser te voler, car c'est ce que c'est, un vol. Le mot auquel je m'étais interdit de penser s'est installé dans la pièce, lourd et indéniable. J'ai pensé au sourire arrogant de Rachel, au ton dur de papa, au tapotement dédaigneux de maman, à mes 10 ans de sacrifice, de trajets en bus sous la pluie, de vacances annulées, de repas de fortune, et à leur défense, tu comprendras. Tu es capable. Tu es indépendante. Une froide clarté m'a envahi. Si cela avait été n'importe qui d'autre, une banque, un patron, un inconnu, je n'hésiterais pas à me défendre. Alors pourquoi l'ADN excuserait-il la trahison? J'ai vidé le reste de mon verre, fixant les colonnes soignées de mes propres dépôts. Chacun d'eux était un rappel. Ce n'était pas de la charité que je leur offrais. C'était de la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne pouvait être reconstruite avec des excuses ou des carrés au citron. À qui devrais-je même m'adresser, ai-je finalement demandé. Sarah a souri d'un air sombre. Je connais quelqu'un. Un associé principal de mon cabinet. Il a vu des cas bien plus laids que celui-ci. Si tu es prête. Je n'étais pas prête. Pas encore. Mais pour la première fois, je voulais être dehors. La rue de la ville bourdonnait d'une vie indifférente, les phares rayant ma fenêtre. À l'intérieur, les relevés bancaires me fixaient comme un verdict en attente d'être prononcé. J'avais un choix. Rester la fille responsable, pardonnant toujours, ou enfin revendiquer cette voix qu'on m'avait appris à ravaler. J'ai rassemblé les pages, les empilant proprement, de la manière dont papa disait toujours, l'organisation montre le caractère. Cette fois, l'ordre n'était pas pour obtenir son approbation. C'était pour ma défense. Mon téléphone a encore vibré. Un autre appel de maman. Je l'ai laissé sonner. Dis-moi, Teresa, a demandé Sarah doucement en me regardant, vas-tu continuer à être leur filet de sécurité, ou es-tu prête à couper les cordes? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais le silence était une réponse en soi. Le cabinet d'avocats sentait discrètement l'encaustique au citron et le vieux papier, le genre d'endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement, mais où les décisions portaient le poids des siècles. De l'autre côté de la table de conférence étincelante se tenait Thomas Reeves, associé principal chez Westbrook & Associates. Des cheveux argentés, des lunettes sans monture et un regard qui transperçait les faux-semblants avec une tranquille précision. Sarah était assise à mes côtés, sa présence agissant comme une bouée de sauvetage. J'ai posé le portfolio en cuir sur la table, le poussant vers lui de mes mains tremblantes. Il a feuilleté les relevés méthodiquement. Ses doigts étaient stables, mais j'ai remarqué la crispation de sa mâchoire. Chaque mois, murmura-t-il, sans faute. Tes contributions, aucune autre. Oui, ai-je chuchoté. Il a retiré ses lunettes, les posant devant lui. Ce n'est pas une fiducie. C'est un compte joint. Mais selon la loi, les contributions déterminent la propriété. Il n'avait aucun droit de retirer des fonds sans ton consentement. Les mots sont tombés lourdement. Aucun droit. Pas seulement injuste, pas seulement cruel, illégal. Mais ce sont mes parents, ai-je dit, ma voix se brisant sur ce mot. Son expression s'est adoucie, mais pas son ton. Cela rend les choses plus troublantes encore, pas moins. Il a décrit les étapes à suivre. Des lettres recommandées contestant le transfert, une mise en demeure formelle à la banque, une demande de restitution. Chaque phrase sonnait clinique, mais en dessous, je ressentais le frémissement de quelque chose de bien plus grand, comme tirer sur un seul fil d'une tapisserie et regarder toute la trame se défaire. Quand nous avons quitté le bureau, le soleil de fin d'après-midi déclinait, dorant la ville d'une lumière mélancolique. Mon estomac s'est contracté. Je voulais la justice, mais je voulais aussi une famille. Pouvais-je avoir les deux? Je n'ai pas eu le temps de me poser la question. 2 soirs plus tard, maman a appelé. Dîner de famille dimanche, Teresa. Pas d'excuses. Nous devons parler. Son ton était une menace enrobée de sucre, mais j'y suis allé. Dès que j'ai mis les pieds dans la salle à manger de l'oncle Frank, j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un repas de famille. C'était un guet-apens. Mon oncle était assis en bout de table, les bras croisés,
exhalant sa déception. Mon cousin William se penchait en avant avec l'assurance arrogante d'un homme vivant encore sur les restes de sa gloire passée de footballeur. Rachel était assise là, impeccable, les ongles étincelants, le regard oscillant entre moi et son téléphone. « Tu brises le cœur de ta mère », a prononcé l'oncle Frank d'un ton solennel, pointant sa fourchette comme un marteau de juge. Elle ne dort plus depuis l'envoi de ses lettres d'avocat. J'ai bu une gorgée d'eau pour m'empêcher de répliquer. Rachel a toujours eu de grands rêves, a ajouté William. Tu n'es qu'une enseignante. Le mot « qu'une » dégoulinait de mépris. J'ai plié ma serviette délibérément. La table est brièvement restée silencieuse. Même Rachel a bougé, mal à l'aise. Mais mon oncle a continué de plus belle, ta sœur a besoin de cet argent pour son avenir. Une maison, un mariage. Elle a des projets. Moi aussi, ai-je simplement répondu. C'était la première fois que je le disais à haute voix, non comme un murmure pour moi-même, mais comme une déclaration. Le silence qui a suivi était étouffant, brisé seulement par le cliquetis des couverts. Mon téléphone a vibré sur la table. Reconnaissante pour ce prétexte, je me suis éclipsé vers la cuisine. Numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Teresa. La voix était chaleureuse, empreinte d'un air du désert. C'est Meredith, ta tante. Je me suis figé. La sœur de mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Comment as-tu? Sarah m'a appelé, dit-elle d'un ton vif. Nous sommes restés en contact. Évidemment. Les femmes fortes finissent toujours par se retrouver. J'ai appris ce que Robert et Patricia ont fait de tes économies. C'est compliqué, ai-je murmuré par pur réflexe. Non, ça ne l'est pas, m'a-t-elle coupé. Ils m'ont fait la même chose avec les bijoux de grand-mère qu'elle m'avait laissés dans son testament. Robert m'a convaincu qu'il devait rester dans la lignée familiale principale. J'ai laissé faire parce que je pensais que c'était ce que faisait une famille. Mon souffle s'est coupé. Je ne savais pas. Bien sûr que tu l'ignorais. Ils construisent des murs de silence. Ton grand-père l'a fait à ton père. Il a bien appris sa leçon. Son ton s'est adouci. Ne les laisse pas te faire ça, Teresa. Ne sois pas le maillon suivant d'une chaîne de vol déguisée en tradition. Ces mots ont résonné plus fort que les réprimandes de l'oncle Frank, plus fort que le sentiment de supériorité de Rachel. Un schéma se répétant depuis des décennies, poli pour de la respectabilité grâce à l'expression « réputation de la famille ». J'ai regardé les dessins sur mon réfrigérateur. Des cadeaux de mes élèves de CE2. Des soleils éclatants, des arcs-en-ciel maladroits, des bonshommes allumettes représentant des familles se tenant la main, le mot « intégrité » écrit au crayon de couleur. Ils croyaient aux leçons que je leur donnais. Pouvais-je les trahir en n'y croyant pas moi-même? Cela s'arrête avec moi, ai-je chuchoté au téléphone. C'est bien, ma grande, a dit la tante Meredith, son sourire s'entendant dans sa voix. Maintenant, voici ce que tu vas faire. Elle m'a exposé les étapes, de façon pratique et résolue. Les documents légaux à demander, les termes à employer, les personnes à contacter. Mais sous la logistique se cachait quelque chose de bien plus vital, la confirmation que je n'étais pas folle, que je n'exagérais pas. Je faisais partie d'un héritage de femmes rabaissées par commodité, et j'étais sur le point de briser cette chaîne. Quand je suis retourné dans la salle à manger, la conversation s'est tarie sous le poids de mon expression transformée. Mon oncle a ouvert la bouche, mais je lui ai coupé la parole. Je m'en vais, ai-je simplement dit. Et je ne céderai pas, Rachel a ricané en rejetant ses cheveux en arrière. Mon Dieu, Teresa, tu ramènes toujours tout à toi. J'ai croisé son regard. Non, pour une fois, je ramène cela à moi. Son sourire suffisant s'est effacé. Je suis sorti, l'air de la nuit vif et libérateur sur ma peau. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais je n'ai pas regardé. Pour la première fois de ma vie, je ne leur répondais pas. Et quelque part à des kilomètres de là, ma tante, mon allié inattendu, souriait par solidarité. L'email est arrivé juste après l'aube, avec un objet court et bureaucratique. Avis de gel de compte, enquête en cours. Je l'ai lu 3 fois, les mots se brouillant entre soulagement et effroi. La banque avait pris acte de ma contestation. Les fonds du compte joint étaient suspendus en attendant un examen plus approfondi.
Le montant de 59 887 $ et 43 cents trônait là, écrit en noir, tel un bouclier. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'ai senti l'air s'alourdir, car je savais que ma famille ne l'accepterait pas sans broncher. En milieu de matinée, mon téléphone a vibré en affichant le numéro de papa. Contre mon bon sens, j'ai répondu. « Que as-tu fait ?» Sa voix tonnait plus fort que les grésillements de la ligne. « J'ai protégé ce qui est à moi », ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. « Tu déchires cette famille pour des dollars et des centimes. »« Non », ai-je répondu. « C'est vous qui l'avez fait à la seconde où vous les avez volés. » Il a bafouillé, tempêtant sur la loyauté, la réputation, les sacrifices. J'ai éloigné le téléphone, laissant la tempête s'essouffler. Quand il a fini par exiger « Tu as fini ?» j'ai répondu « Oui », puis j'ai raccroché. À l'école, je me tenais devant mes élèves, leurs projets sur les machines simples éparpillés sur les bureaux. Le système de poulie de Mason, le levier de Lily, les engrenages dessinés à la main par Xavier. Leur curiosité était pure, préservée de toute trahison. Rappelez-vous, leur ai-je dit, l'intégrité consiste à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Une main s'est levée. Comme se défendre quand les gens sont méchants? J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Exactement comme ça. Pendant la récréation, j'ai réaligné les dessins épinglés sur le tableau d'affichage. L'un d'eux a attiré mon attention. Le dessin de Jem du mois dernier. Un bonhomme allumette se tenait bien droit tandis que des plus petits chuchotaient derrière lui. On pouvait lire, en lettres appliquées, « Mademoiselle Marlowe m'a appris à me défendre ». Le timing était cruel, presque divin. Je l'ai fixé jusqu'à ce que ma vue se trouble. Des enfants me croyaient capable d'enseigner le courage. N'était-il pas temps que je le mette en pratique? Quand la dernière cloche a sonné, les couloirs se sont vidés dans des éclats de rire et des bruits de pas pressés. Je me suis attardé pour ranger mon bureau, peu encline à affronter la prochaine tempête. Elle est arrivée malgré tout. Teresa. Je me suis retourné. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte de ma classe, son bracelet de perles brillant sous la lumière fluorescente, détonnant au milieu des soleils en papier cartonné et des tableaux de l'alphabet. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, mais toujours impressionnante. Nous devons parler. Elle a fermé la porte, baissant la voix bien qu'il n'y ait personne aux alentours. L'avis de la banque. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Ils ont vidé mon compte sans demander, ai-je dit en empilant des dossiers. Nous sommes une famille. Nous gérons les choses en privé. Nous aurions pu le faire, ai-je répliqué. Il y a 10 ans, le mois dernier, même la semaine dernière, mais plus maintenant. Son sourire a fléchi. Sais-tu ce que cela fait à ton père? À Rachel, à ses projets de mariage? J'ai refermé brutalement le tiroir, nous faisant sursauter toutes les deux. Pour une fois, il ne s'agit pas des projets de Rachel. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu as toujours été notre pilier. Nous comptions sur toi parce que tu étais forte. Non, ai-je dit. Vous comptiez sur moi parce que c'était commode. Le silence s'est étiré. Elle tripotait son bracelet, le cliquetis des perles comblant le vide. Enfin, elle a chuchoté, tu ne sais pas ce que ton père a dû faire après la mort de ton grand-père. Mon pouce est accéléré. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a secoué la tête rapidement. Trop rapidement. Rien. C'est juste que tu ne comprends pas les sacrifices. Puis elle est partie, laissant derrière elle une odeur de parfum et une traînée de questions sans réponse. Ce soir-là, ma publication Instagram a déchaîné les passions. Ma cousine Leia a commenté, « Teresa, est-ce que tu vas bien ?» Une ancienne voisine m'a écrit, « J'ai toujours soupçonné du favoritisme dans votre famille. » Un ancien camarade de classe a écrit sans détour, « Donc Rachel a volé tes économies. » Les chuchotements s'étaient transformés en vagues publiques. Rachel a réagi en publiant une story, un gros plan de sa bague de fiançailles, légendé, les rageux rageront. Béni d'avoir de vrais soutiens. L'ironie faisait mal. Ma décennie de sacrifices réduite à de la haine de jaloux. Les messages privés ont afflué, à moitié encourageants, à moitié accusateurs. La famille passe en premier, m'a sermonné un membre de la famille. Ne fais pas honte à tes parents ainsi. Un autre m'a exhorté, poursuis-les en justice. Ne les laisse pas te manipuler.
Je suis resté éveillé, mon téléphone vibrant comme une ruche, fixant le ventilateur de plafond tourner lentement. Pendant des années, le silence avait été mon moyen de survie. À présent, le silence ressemblait à de la complicité. 2 jours plus tard, Sarah est passée avec des courses et des blocs de papier juridique. Ils sont secoués, a-t-elle dit. Tant mieux. Cela veut dire qu'ils se savent vulnérables. Je lui ai parlé de la remarque critique de maman, cette confession à moitié étouffée. Elle a parlé de sacrifice après la mort de grand-père. Le front de Sarah s'est plissé. Cela pourrait cacher des malversations financières ou pire encore. As-tu déjà vu les documents de succession? Non, ai-je admis. Papa les gardait sous clé. Cette pensée m'a glacé. Ma famille n'était pas seulement dysfonctionnelle. Elle cachait peut-être des générations de vols déguisés en tradition. Tard ce soir-là, alors que je triais des copies pour mes cours, je me suis surprise à répéter comment je poserais directement la question à mon père. Mais je me suis rappelé sa colère, sa voix tonnant au téléphone. Il n'avouerait jamais de son plein gré. Alors à la place, j'ai écrit dans mon journal, qu'ont-ils pris d'autres qui m'étaient destinés? À la tante Meredith? À quiconque en dehors du cercle doré? Ces mots semblaient dangereux, comme frotter une allumette près d'herbes sèches. Pourtant, dans le calme de mon appartement, je me sentais plus forte. La banque avait gelé les fonds. Ma voix avait échappé à leur contrôle. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus la fille fiable et silencieuse de la famille Marlowe. J'étais devenu tout autre chose, et je n'en avais pas fini. La table de conférence en noyer brillait sous les spots encastrés, polie comme un miroir qui reflétait plus de tension que d'élégance. J'étais assise à côté de Thomas Reeves, mon avocat, qui dégageait le calme d'un homme ayant passé 40 ans à démonter les excuses. À ma gauche, Sarah a fait un léger signe de tête, un soutien silencieux. De l'autre côté de la table, mes parents étaient assis côte à côte, présentant un front uni. La mâchoire de papa bougeait d'avant en arrière, ruminant une fureur contenue. Maman réduisait un mouchoir en lambeaux blancs, son bracelet de perles cliquetant comme le métronome de sa nervosité. Rachel était affalée, son téléphone légèrement incliné sous la table, mais ses tapotements incessants trahissaient son vernis d'indifférence. « Commençons », a dit Thomas, ouvrant un portfolio en cuir avec un soin délibéré. Sa voix était calme, ni agressive, ni conciliante, tout simplement implacable. Papa a frappé du poing sur la table. C'est ridicule. Nous sommes une famille, pas des adversaires. Teresa, je t'ai mieux élevé que cela. La blessure était familière, mais j'avais répété ma réponse devant mon miroir. Ah oui? Mon ton était bas, acéré comme une lame. Maman a tapoté ses yeux secs. Tu déchires cette famille pour de l'argent. De l'argent? Je me suis penché en avant. Ou de la confiance? Thomas s'est raclé la gorge, faisant glisser des relevés imprimés sur la surface polie. Madame et Monsieur Marlowe, ces documents montrent une décennie de dépôts mensuels, tous provenant de Teresa. Pas la moindre contribution de votre part à tous les deux. Rachel a enfin levé les yeux, blême. Les chiffres étaient incontestables. Ligne après ligne, mon nom, mon argent. Le visage de papa s'est empourpré. Nous gérions le compte. C'est une contribution. Mal géré serait plus exact, a répondu Thomas d'un ton égal. Selon la législation de cet État, cela constitue un détournement de fonds. Nous n'avions pas besoin d'autorisation, a aboyé papa. C'est un fonds familial. Ce n'est pas ce qu'indiquent les documents. Thomas a tapoté un autre papier. Le compte a été ouvert au nom de Teresa avec vous comme co-signataire, et non comme une fiducie familiale discrétionnaire. Maman s'est rapprochée de papa, lui murmurant des paroles urgentes. Je n'ai saisi que des bribes. Réputation, mariage, compromis. Rachel a brusquement reculé sa chaise, le grincement résonnant dans la pièce stérile. Vous m'avez promis cette maison. Je l'ai déjà dit à tout le monde. Jason et moi avons déjà choisi les meubles. Sa voix montait, fragile, trahissant la panique. Rachel, a sifflé maman, d'un ton sec pour la première fois. No, la voix de Rachel s'est brisée. C'est humiliant. Qu'est-ce que je suis censé dire à Jason? Que nous ne pouvons pas nous offrir la maison parce que ma sœur est égoïste? Le mot est resté suspendu dans l'air comme une lame. Je me suis tourné vers elle.
Égoïste? Ma voix tremblait, mais pas de peur. J'ai vécu dans un appartement sans chauffage pendant 3 hivers pour économiser cet argent. J'ai renoncé aux vacances. J'ai porté les attentes de cette famille pendant que tu te faisais plaisir, et maintenant je suis égoïste pour avoir demandé à garder ce qui m'appartient. Le poing de papa s'est serré. Maman a pressé son mouchoir plus fort, comme si elle pouvait effacer la réalité en le déchirant. Thomas a fait glisser un autre document. Nous avons préparé un accord de règlement. Restitution intégrale des fonds de Teresa avec un intérêt de 5% composé annuellement. C'est généreux, compte tenu du fait que nous pourrions réclamer des dommages-intérêts. Les yeux de papa se sont plissés. Tu poursuivrais tes propres parents. Je protégerai ce qui est à moi, ai-je dit. Tout comme vous me l'avez toujours appris. Le silence était étouffant, à peine troublé par le ronronnement discret de la climatisation. Les perles de maman ont cliqueté. Le téléphone de Rachel a vibré pour une notification qu'elle n'a pas vérifiée. Papa s'est penché en avant, la voix basse, presque complice. Soyons raisonnables. Nous allons diviser l'argent en 3 parts. Équitable pour tout le monde. Thomas a ouvert la bouche, mais j'ai touché son bras. Ce moment m'appartenait. Non, ai-je dit simplement. Le mot était plus lourd que n'importe quel discours, tombant dans la pièce comme une pierre dans une eau calme. Le visage de papa s'est durci. Est-ce ainsi que tu nous remercies pour tout? Ta mère et moi t'avons donné tous les avantages. Vraiment? J'ai posé mes paumes à plat sur la table. Vous avez offert une voiture à Rachel pour son diplôme. J'ai pris le bus. Vous avez payé son master. J'ai travaillé à temps plein tout en étudiant. Vous avez financé son voyage en Europe. Je n'ai pas eu de vacances depuis 6 ans. Et quand je vous ai fait confiance pour préserver mon avenir, vous l'avez vidé. Maman a tressailli, croisant enfin mon regard. Pour la première fois, j'y ai vu une lueur de honte. Thomas a rapproché l'accord. Il est dans l'intérêt de tous de signer aujourd'hui. Rachel a marmonné dans sa barbe, parfait. Teresa obtient toujours ce qu'elle veut. Je l'ai ignoré. Papa fixait le document, le stylo tremblant légèrement dans sa main. Son autorité, si absolue pendant des décennies, semblait chanceler. Tu me forces à ouvrir des tiroirs qui devraient rester fermés, a-t-il grommelé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quel tiroir? Il n'a pas répondu. Maman s'est saisie du stylo en premier. Sa signature s'est étirée en boucles élégantes, une fioriture bien rodée. Elle n'a pas levé les yeux une seule fois. Papa a suivi, son écriture saccadée, enragée. La pièce a expiré collectivement une fois les papiers signés. Rachel a de nouveau repoussé sa chaise, se levant brusquement. C'est tellement typique. Parfait. Teresa gagne. J'ai déjà parlé de la maison à tout le monde. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. La famille est de la famille, a dit maman faiblement, comme si elle répétait une vieille prière. Il n'a jamais été question d'argent, ai-je dit en récupérant l'accord signé. C'était une question de respect. Rachel est partie en trombe, la porte claquant comme un marteau de juge. Maman a suivi, me jetant un dernier regard fait de déception pour une part, et de quelque chose de plus doux pour l'autre. Papa s'est attardé, son autorité vidée de sa substance par l'encre sur le papier. J'espère que tu es satisfaite, a-t-il fini par dire. Je l'ai observé, cet homme dont j'avais cherché l'approbation pendant des décennies. Je ne suis pas satisfaite. J'ai juste fini de me taire. Il est parti sans un mot de plus. Thomas a rassemblé ses documents, les rangeant soigneusement dans sa mallette. La banque traitera le transfert d'ici 48 heures. Veux-tu qu'il prépare un chèque de banque? Oui, ai-je dit, le mot ayant un goût de libération. Quand je suis sorti au grand air en fin d'après-midi, le soleil était aveuglant. Pour la première fois depuis des années, le poids sur ma poitrine s'était allégé, non pas parce que l'argent revenait, mais parce que j'avais récupéré ma voix. Pourtant, les mots marmonnés par mon père résonnaient dans mon esprit comme un avertissement. Des tiroirs qui devraient rester fermés. Je savais que ce n'était pas fini. L'enveloppe de la banque est arrivée 2 jours plus tard, plus lourde qu'elle n'en avait l'air. À l'intérieur, un chèque de banque flambant neuf matérialisait la décennie que je pensais m'avoir été volée à jamais. Musique 10 ans distillée dans un rectangle de papier.
Je le tenais comme s'il risquait de s'effriter entre mes doigts. Le soulagement m'a envahi, mais aussi quelque chose d'inattendu, du chagrin. Car peu importaient les chiffres inscrits, les années sacrifiées n'étaient pas remboursables. Les vacances manquaient, les trajets en bus sous la pluie glaciale, les nuits solitaires dans un appartement minuscule. Ce temps était perdu. Pourtant, le chèque résonnait de possibilités. La première chose que j'ai faite a été de me rendre au bureau administratif de l'école élémentaire Westside. La directrice Alvarez a levé les yeux, surprise, alors que je glissais une enveloppe sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un don, » ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. 5 000 $ pour le fonds de bourse d'études. Ses sourcils se sont haussés. « Teresa, c'est généreux. Puis-je demander ce qui a motivé cela ? » J'ai souri faiblement. Un héritage de moi-même. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour couvrir des frais d'inscription, des colonies de vacances, peut-être un premier semestre pour des élèves qui n'avaient rien d'autre. Pour une fois, je pouvais choisir la destination de mes sacrifices. Le reste du chèque est allé sur un nouveau compte. Celui-ci était sécurisé et uniquement à mon nom. Le banquier qui m'a aidé à l'ouvrir a souri poliment, sans se douter que ces frappes de clavier ordinaires marquaient un changement sismique dans ma vie. Puis est venue la partie que je redoutais, la recherche d'une maison. L'Instagram de Rachel était toujours une compilation de comptoirs polis et de vues sur les toits. J'ai refusé de jouer à ce jeu. Je n'avais pas besoin de perfection. J'avais besoin de liberté. L'agent immobilier, Janet, m'a fait visiter des quartiers avec un sourire professionnel. Elle m'a montré des appartements modernes avec des appareils en acier inoxydable, des maisons de ville soignées avec des charges de copropriété qui rivalisaient avec un loyer. J'ai secoué la tête à chaque visite. Finalement, elle s'est arrêtée devant un cottage sur Maple Street. Il est modeste, m'a-t-elle prévenu, presque désolée. Le revêtement extérieur était usé par le temps, la peinture s'écaillant par endroits. Le porche s'affaissait légèrement. À l'intérieur, les parquets portaient les marques de décennies d'usage. Les comptoirs de cuisine étaient démodés, et la deuxième chambre était à peine assez grande pour un lit. Mais la lumière du soleil pénétrait à flot par les fenêtres orientées à l'est, inondant l'espace de la lumière du matin. Et dans le jardin, un vieux chêne étirait ses branches vers le ciel, ses racines ancrées profondément et fièrement. « C'est calme », a dit Janet avec hésitation. Certaines personnes préfèrent plus d'animation. J'ai marché lentement à travers les pièces. L'écho de mes pas ne me semblait pas solitaire. Il sonnait comme une promesse. J'imaginais des étagères contre les murs, un canapé où éclateraient des rires, une table à manger pour des amis qui m'auraient choisi, non par obligation, mais par affection. Celui-ci, ai-je dit doucement. Janet a cligné des yeux. Vraiment ? Tu es sûr ? Oui, ma voix n'a pas tremblé. Une semaine plus tard, je me tenais sur le porche, les clés à la main. Le cottage n'avait rien de glamour, mais il était à moi. Entièrement à moi. Le premier soir, je me suis assise en tailleur sur le sol du salon vide, une boîte de pizza ouverte à mes côtés. Pas de voix de parents, pas de rire de Rachel, pas de portrait disposé pour prouver ma valeur, juste le silence et le grincement de ma propre maison s'adaptant à moi. J'aurais dû me sentir euphorique, mais des larmes ont coulé sur mes joues à la place. Cette victoire semblait solitaire. Ma famille n'était pas là. Il n'y aurait pas de toast au champagne, pas de photos encadrées de moi tenant les clés, pas de dîner de félicitations. Pourtant, j'ai murmuré au mur nu, nous en ferons un foyer. Le week-end suivant, Sarah est arrivée avec des échantillons de peinture et une boîte à outils. Tu ne fais pas ça toute seule, a-t-elle déclaré. Tante Meredith a suivi un jour plus tard, les bras chargés de gants de jardinage et de fleurs en pot. Nous avons travaillé de concert, Sarah ponçant les placards, Meredith bêchant la terre, et moi apprenant à manier le marteau sans crainte. Lentement, le cottage s'est transformé. Les jardinières aux fenêtres ont vu fleurir des géraniums. Le chêne est devenu la pièce maîtresse d'un jardin de cour arrière, et les rires ont résonné dans des pièces qui n'avaient connu jusqu'alors que la poussière. Un soir, alors que le soleil se couchait en traînées roses et or, nous nous sommes réunis dans le jardin avec des assiettes en carton de nourriture à emporter et des gobelets en plastique remplis de vin. Au nouveau départ, a trinqué Sarah. À la reconquête de ce qui nous appartient, a ajouté tante Meredith, les yeux pétillants. Nous avons entrechoqué nos gobelets, et pour la première fois depuis des mois,
j'ai senti une chaleur m'envahir, qui n'avait rien à voir avec le vin. Après le dîner, Meredith s'est attardée tandis que Sarah s'en allait. Elle a fouillé dans son sac fourre-tout et en a sorti une enveloppe scellée, jaunie sur les bords. Je garde cela depuis des années, a-t-elle dit doucement. Je ne savais pas quand ni même si tu serais prête. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Le codicille de ton grand-père, du moins. Il mentionne des dispositions que, eh bien, ton père n'a jamais respectées. Son poids a pesé contre ma paume comme un secret enfoui depuis longtemps. Pourquoi me le donner maintenant? Parce que tu as prouvé que tu ne te tairais pas, et parce que tu en auras besoin. Son regard a croisé le mien. Il ne s'agit pas seulement d'argent, Teresa. Il ne s'est jamais agi de cela. Quand elle est partie, je suis resté seul à la table de la cuisine, l'enveloppe me fixant comme un défi. Mes doigts brûlaient d'envie de la déchirer, mais l'épuisement m'a retenu. Certaines vérités pouvaient attendre une nuit de plus. À l'étage, dans ma chambre vide, je me suis blotti sous des couvertures empruntées. Dehors, le chêne bruissait, sentinelle dans la nuit. Pour la première fois, j'ai dormi sans craindre ce que le lendemain exigerait de moi. Mais j'ai rêvé de tiroirs et de boîtes verrouillées à clé, de papiers que mon père avait juré de garder cachés. Un avant plus tard, le jardin était plein de vie. Le cottage qui semblait autrefois si vide vibrait à présent de couleurs, les jardinières débordant de géraniums, un sentier de pierre bordé d'échinacées violettes, la lumière du soleil dessinant des taches dorées sur le vieux parquet à l'intérieur. Chaque plante que j'avais enfoncée dans la terre avait pris racine, têtue et résiliente comme moi. J'étais agenouillé dans la terre à côté du chêne, arrachant les mauvaises herbes, lorsqu'une ombre est tombée sur la barrière du jardin. Teresa. J'ai levé les yeux, le cœur palpitant. Ma mère se tenait là, les mains serrées autour de son sac à main, ses boucles d'oreilles en perles brillant contre son visage pâle. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, moins semblable à la femme qui dictait autrefois les apparences, mais plus à quelqu'un qui s'était recroquevillé sous le poids du silence. « Tes fleurs sont magnifiques », a-t-elle dit doucement. J'ai essuyé la terre de mes gants et me suis levé lentement. « Merci. » Derrière moi, tante Meredith a posé son transplantoire. Elle a essuyé son front, puis a saisi l'expression de mon visage. « Je vais aller surveiller les tartelettes », a-t-elle murmuré en me serrant l'épaule avant de disparaître à l'intérieur. Pendant un long moment, ma mère et moi sommes restés là, les feuilles du chêne murmurant au-dessus de nous. « Je n'ai rien apporté », a-t-elle dit nerveusement. « J'aurais dû. »« Ce n'est pas grave », ai-je répondu, même si ma poitrine s'est serrée. Elle a avancé prudemment dans le jardin, comme si elle pénétrait sur une terre sacrée. J'ai pensé à ce qui s'est passé, à ce que nous avons fait. Sa voix a tremblé. Je me disais que nous étions pragmatiques, que Rachel avait besoin d'aide, que tu t'en sortirais bien. Mais je me rends compte aujourd'hui que je ne te voyais pas, ces mots flottaient, tremblants, insuffisants mais capitaux. Je suis heureuse que tu le vois maintenant, ai-je dit simplement. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Ton père ne comprend toujours pas. Il dit que tu as abandonné la famille. Je n'ai abandonné personne, ai-je répliqué en croisant son regard. J'ai juste arrêté de m'abandonner moi-même. Elle a tressailli face à la vérité, mais n'a pas discuté. Pour une fois, elle a laissé le silence s'installer. Voudrais-tu du thé, ai-je proposé. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture. Elle a hoché la tête, un sourire fragile effleurant ses lèvres. Plus tard, après son départ, tante Meredith est réapparue de la cuisine, s'essuyant les mains. Comment ça s'est passé? Difficile, ai-je admis, mais différent. Elle m'a observé un instant, puis a fouillé dans son sac. Différent signifie que tu es prête. Elle m'a tendu l'enveloppe qu'elle m'avait confiée quelques mois plus tôt, ses bords jaunis, son papier fragile. Le codicille de ton grand-père, me rappela-t-elle. J'ai hésité, puis j'ai glissé un doigt sous le sceau. À l'intérieur se trouvait une copie de l'avenant à son testament, rédigé d'une écriture soignée et délibérée. Mon nom a sauté aux yeux sur la page. Une provision de $5000 pour la première maison de Teresa Marlowe, à conserver sous forme de fiducie jusqu'à ce qu'elle prenne son envol. En dessous, une liste détaillée des biens de famille destinés à la tante Meredith. Des bijoux, des souvenirs, et même un petit bon d'assurance. Rien de tout cela ne nous était parvenu. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il voulait que j'aie cela.
Oui, a dit Meredith, et ton père l'a intercepté. Il m'a dit que cela devait rester dans la lignée principale, que l'on s'occuperait de toi par la suite, mais ce par la suite n'est jamais venu. Les mots m'ont pesé comme des pierres. Grand-père ne m'avait pas oublié. Il s'était souvenu de moi avec soin, spécifiquement, et pourtant j'avais été effacé. Pourquoi ne t'es-tu pas battu contre lui, ai-je demandé, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Elle a soupiré. J'ai plié le codicille de mes mains tremblantes. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Les yeux de Meredith ont brillé de fierté. C'est pour ça que je te l'ai donné, parce que tu ne le permettras pas, ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise à la table de la cuisine. Le codicille étalé sous la lueur chaude d'une seule lampe. L'écriture de mon grand-père me faisait l'effet d'un fantôme traversant le temps, m'exhortant à réclamer ce qui me revenait de droit. Les mots de maman résonnaient. Tu ne sais pas ce que ton père a dû faire après la mort de ton grand-père. Qu'avait-il caché? Quel tiroir avait-il fermé à clé? La voix de Meredith me hantait aussi. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il ne s'est jamais agi de cela. J'ai compris alors que le règlement à l'amiable n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que la surface, lissée par des signatures juridiques. En dessous gisaient des couches de choix occultés, chacun façonnant ce que nous étions autorisés à devenir. Et quelque part dans la maison de mes parents, dans des tiroirs que mon père avait juré de garder fermés, je soupçonnais que le reste de la vérité attendait. Le couloir de la maison de mes parents sentait comme d'habitude, le nettoyant au citron et une légère odeur de cigarette incrustée dans le vieux bois. Mais ce soir-là, tout me semblait plus tranchant, plus fragile. Tante Meredith marchait à mes côtés, ses pas réguliers mais résolus. Elle avait insisté pour m'accompagner. Ils ne feront pas obstruction si je suis là, avait-elle dit. Papa attendait dans le salon, sa silhouette rigide dans son fauteuil comme une sentinelle protégeant son territoire. Maman était perchée sur le canapé, tordant son bracelet de perles jusqu'à ce qu'il cliquette comme des dents qui s'entrechoquent. Rachel était absente, bien que son absence semblât délibérée. Elle n'avait jamais aimé affronter les problèmes de front. Teresa, commença papa d'une voix maîtrisée mais tendue. Cela est allé assez loin. Non, ai-je dit, serrant l'enveloppe dans ma main. Cela n'a même pas commencé. J'ai posé le codicille sur la table basse. Ses yeux se sont posés dessus, puis s'en sont détournés comme s'il venait d'apercevoir une arme. C'était ta grand-père, ai-je dit. Il me désigne. Il désigne Meredith. Des dispositions que nous n'avons jamais vues. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, est intervenue Meredith, d'une voix cinglante. Tu l'as intercepté tout comme tu as intercepté les bijoux de grand-mère. Tout comme tu m'as convaincu de les abandonner pour le bien de la famille. Une rougeur est montée aux joues de papa. Ce n'était pas comme ça. Alors où est-ce, ai-je insisté. Où est le reste? Son silence était plus éloquent que n'importe quel déni. Robert, murmura maman, son regard oscillant entre nous. Peut-être. Peut-être qu'il est temps. Le regard furieux qui lui a jeté la réduite au silence, mais le mal était fait. Mon pouce accéléra. Tant pourquoi? Le regard de Meredith ne faiblit pas. La boîte, Robert. Celle que tu as juré de garder fermée. Pour la première fois de ma vie, mon père a semblé acculé. Son autorité a vacillé un bref instant, et j'y ai lu ce que c'était réellement, de la peur. Après une longue pause pesante, il s'est levé. Sans un mot, il s'est dirigé vers le couloir. Nous l'avons suivi, nos pas étouffés sur le vieux tapis d'allée. Il s'est arrêté devant le placard du couloir, a plongé la main dans l'obscurité et en a sorti une boîte en métal bleu cabossée. Elle était plus petite que je ne l'imaginais, mais assez lourde pour que ses mains tremblent légèrement lorsqu'il l'a posée sur la table de la salle à manger. Je ne l'ouvrirai pas, a-t-il marmonné. Alors je le ferai. Mes mains étaient plus stables que je ne le ressentais alors que je relevais le loquet. Le couvercle a grincé en s'ouvrant, révélant des piles soignées de documents, des enveloppes jaunies par le temps et des bourses en velours qui tintaient doucement. Une odeur de poussière et d'encre ancienne s'est élevée comme un spectre. Tout en haut se trouvait une enveloppe portant l'écriture de mon grand-père. Corrigez cela si je ne suis plus là. J'ai déplié la lettre, le souffle court. Les mots de grand-père étaient directs. Je laisse des biens spécifiques à Meredith et Teresa. Ne modifiez pas cela.
La famille n'a pas licence pour redistribuer. L'intégrité avant tout. Ma gorge s'est serrée. Il avait fait confiance à mon père pour honorer ses volontés, et papa avait choisi le silence à la place. Sous la lettre se trouvaient des expertises des bijoux de grand-mère, des bordereaux d'assurance et des registres de dépôt retraçant des décennies d'actifs. Certains avaient été barrés, transférés ailleurs, des traits d'encre marquant les endroits où les promesses avaient été redirigées. Meredith a ramassé une bourse, l'a ouverte et a poussé un soupir de surprise. La broche en saphir que grand-mère lui avait promise. Des larmes ont inondé ses yeux alors qu'elle la serrait contre elle. Je croyais qu'elle était perdue. Ma poitrine s'est serrée. Il t'a dit qu'elle restait dans la lignée familiale. Son regard s'est durci. Apparemment, lignée familiale signifiait Rachel. Je me suis tourné vers papa. Tu nous as volées toutes les deux. Il a fini par parler, d'une voix basse, sur la défensive. Je protégeais l'ordre. Si tout le monde avait sa part, il ne resterait plus rien. Les familles ont besoin de force, pas de miettes. Une force bâtie sur le vol n'est pas de la force, ai-je rétorqué. Les mains de maman tremblaient tandis qu'elle tendait le bras vers les papiers. Robert, c'est. Tout est là. Tu m'avais dit. Elle s'est interrompue, pressant son mouchoir contre ses lèvres. Ne fais pas ça, a-t-il averti, haussant le ton. Ne t'avise pas de te retourner contre moi. Mais pour la première fois, elle ne s'est pas dérobée. Elle m'a regardé, puis a regardé Meredith, et a chuchoté, j'aurais dû poser des questions il y a des années. J'ai fouillé plus profondément dans la boîte. Glissée tout au fond se trouvait une autre enveloppe scellée. Propre, plus neuve que les autres. Mon nom n'y figurait pas. C'était celui de Rachel. Mon estomac s'est noué en la brandissant. Qu'est-ce que c'est? Papa s'était lancé en avant, mais Meredith lui a barré la route. Plus de secrets, Robert. De mes doigts tremblants, j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une note rédigée de l'écriture sinueuse de grand-mère. Rachel, tu as bien assez. Utilise ta richesse pour protéger ta sœur, pas pour la dépouiller. N'oublie pas l'équité. Un jour, tu seras peut-être mise à l'épreuve. Le silence est tombé comme un linceul. Rachel savait. Peut-être pas les détails, mais elle savait assez. Assez pour savoir que cet argent ne lui appartenait pas sans contrepartie. J'ai aplati la note sur la table. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'aurais voulu. Vous avez tous choisi d'ignorer ces mots. De l'ignorer, de m'ignorer. Papa a refermé le couvercle d'un coup sec, le bruit résonnant comme un coup de feu. Assez. Vous avez déterré ce que vous vouliez, mais cette famille survit grâce à moi. Sans moi, vous ne seriez tous rien. Non, a dit Meredith fermement, plaquant la broche contre sa poitrine. Sans nous, tu n'as jamais été rien d'autre qu'un voleur. Le sanglot de maman a brisé le silence. Elle m'a chuchoté, Teresa, que vas-tu faire de tout cela? J'ai regardé la boîte bleue, ces décennies de silence et de promesses détournées. Les mots de mon grand-père résonnaient, corrigez cela si je ne suis plus là. Le poids de cet ordre pesait lourdement dans ma poitrine. Je vais y réfléchir, ai-je dit calmement. Mais cela s'arrête avec moi. Le regard furieux de papa m'a suivi tandis que j'emportais les documents hors de la maison, la boîte bleue me paraissant plus légère dans les mains que le fardeau qu'elle transportait en réalité. Sur le porche, Meredith a expiré d'une voix tremblante. Tu as l'épreuve maintenant. Le choix t'appartient. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur de moi, une tempête se préparait, car la preuve était synonyme de pouvoir, et le pouvoir exigeait de passer à l'action. 2 jours après la découverte de la boîte bleue, les documents étaient étalés sur la table de conférence de Thomas Reeves, telle une petite ville vue du ciel. Des rues d'encre, des quartiers de signature, des monuments d'intention. Thomas a ajusté ses lunettes sans monture et a tapoté la pile centrale. Nous pouvons engager des poursuites pénales, a-t-il dit d'un ton égal. Fraude, détournement, potentielle violation de succession. Ou bien nous pouvons structurer un accord de réparation contraignant, restitution, transfert des objets désignés, reconnaissance de responsabilité et une clause de non-contact jusqu'à ce que les conditions soient remplies. À toi de décider. Le mot « pénal » m'est resté en travers de la gorge. Je revoyais la silhouette rigide de mon père, les mains tremblantes de ma mère, la façon dont la peur les avait habitués à confondre le contrôle et l'amour.
La justice importait. Ce qui venait après aussi. Réparateur, ai-je fini par dire, mais exécutoire. Plus de règles invisibles. Plus de promesses détournées. La bouche de Thomas a esquissé un pli. De l'approbation, pas tout à fait un sourire. Dès l'après-midi, il avait bâti la structure. Pièce A, copie du codicile, désignant une réserve de liquidité pour mon premier logement. Pièce B, expertise et bordereau d'assurance pour les objets de famille de grand-mère. Pièce C, la lettre de grand-père, corrigez cela si je ne suis plus là. Pièce D, la note destinée à Rachel, utilise ta richesse pour protéger, pas pour dépouiller. L'accord exigeait, 1. La restitution immédiate des objets de famille désignés à tante Meredith. 2. Le transfert de l'équivalent de la réserve de liquidité du codicile pour réduire le capital de mon prêt hypothécaire. 3. Une reconnaissance écrite et signée du détournement de fonds et un engagement contraignant à ne plus formuler de réclamation sur mes actifs. 4. Des excuses formelles, concises et explicites. 5. Une clause de non-contact de 90 jours, sauf par l'intermédiaire des avocats. 6. Mon accord pour ne pas engager de poursuite pénale, sous réserve du respect total des conditions dans un délai de 10 jours ouvrables. Thomas a fait glisser le projet vers moi. Un dernier élément, dit-il, le regard vif. Ils ont utilisé la réputation familiale comme un gourdin. Nous allons inverser les rôles. S'ils violent l'accord, nous nous réservons le droit de publier la reconnaissance de responsabilité accompagnée des pièces justificatives. La clause de transparence. Le souffle que je retenais sans le savoir s'est échappé. Faites-le. Nous nous sommes réunis dans la même pièce où ils avaient signé le premier règlement. Cette fois, papa n'a pas cherché à s'imposer. Il est arrivé blindé de silence. Les perles de maman avaient disparu. Elle portait de petits clous d'oreilles en or, comme pour s'excuser de leur éclat. Thomas a passé en revue l'accord clause par clause, la voix régulière comme un métronome. Pièce A, dit-il en tapotant le codicile. Une réserve que votre père a détournée. Le virement de réduction hypothécaire sera transmis au créancier de mademoiselle Marlowe dès l'exécution de l'accord. La mâchoire de papa s'est contractée. Combien? 5 000 $ plus l'équivalent ajusté à l'inflation, répondit Thomas. 7 400 $ aujourd'hui. Il est passé à la pièce B, et tante Meredith a soulevé la bourse en velours, la broche en saphir captant la lumière comme une mère captive. Ses doigts tremblaient. Elle n'a jamais été perdue, dit-elle doucement pour personne et pour tout le monde à la fois, seulement détournée. Maman fixait la table. Robert. Il a tressailli en entendant son prénom, comme si ses titres de père et de mari l'avaient protégé jusqu'à présent. Quand Thomas a lu la phrase de grand-père, la famille n'a pas licence pour redistribuer, l'atmosphère dans la pièce a changé. J'ai vu l'homme que mon père aurait pu être un jour, un fils à qui l'on avait enseigné la privation comme un catéchisme. Mais j'ai aussi vu l'homme qui avait choisi le vol discret et l'avait qualifié de saine gestion. Et la pièce D, conclut Thomas, plaçant la note de grand-mère à Rachel au centre comme s'il s'agissait d'une boussole. L'instruction écrite à l'encre, protégée, pas dépouillée, semblait projeter sa propre petite lueur. Une chaise a grincé derrière moi. Pendant un battement de cœur, j'ai cru que c'était Rachel. Elle était arrivée en retard, le menton levé, les yeux cernés de rouge comme si elle avait dormi avec son mascara. Elle se tenait debout, sans son habituelle armure téléphonique. J'ai besoin de dire quelque chose, commença-t-elle d'une voix fluette. Je savais pour un retrait, celui des frais de scolarité. Elle a avalé sa salive. Je me disais que papa compenserait plus tard, que c'était temporaire. Quand la maison est arrivée, je n'ai pas demandé d'où venait vraiment l'argent. Je ne voulais pas savoir. Mes poumons me faisaient mal. Tu ne voulais pas seulement ne pas savoir, ai-je dit doucement. Tu le voulais encore plus que tout. Ses yeux se sont tournés vers la note portant son nom. La honte a détendu sa posture. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne prendrai plus un centime qui ne m'appartient pas, elle a fait face à Thomas. Ajoutez-moi à la reconnaissance de responsabilité. Je ne suis pas une enfant. La tête de papa s'est tournée brusquement vers elle, trahi de voir son acolyte descendre de son piédestal. Il a saisi le stylo, la rage faisant trembler tout son bras, et a signé le premier. Son nom semblait avoir été traîné sur du gravier. Maman a signé ensuite, la paume appuyée à plat sur le papier comme pour interroger le passé.
Rachel a pris le stylo en dernier, croisant mon regard. Les reçus de virement ont été imprimés. Le créancier hypothécaire a confirmé la réduction du capital. Un coursier livrerait les objets de famille chez tante Meredith avant la fin de la soirée. Thomas a rassemblé les copies. Conditions remplies, dit-il. À compter de cet instant, l'accord réparateur est en vigueur. Mademoiselle Marlowe, pouvons-nous contresigner? J'ai hoché la tête, et ma signature s'est posée avec légèreté, comme un oiseau se posant après un long vol. Dehors, l'air avait un goût de fraîchement lavé. Sur le trottoir, Rachel a hésité. « Est-ce qu'on peut se parler ?» demanda-t-elle, ses mots discrets comme des perles. « Pas encore », ai-je répondu, sans méchanceté. 90 jours. J'avais appris à reconnaître les contours de la sécurité. Parfois, elle prenait la forme d'une limite. Ce soir-là, le coursier a frappé à la porte comme promis. Tante Meredith a ouvert les bourses en velours à la table de ma cuisine, disposant les bijoux comme autant de constellations. Elle a suivi du doigt les contours de la broche, puis a refermé sa main dessus, le soulagement se diffusant sur ses traits comme une douce chaleur. Je croyais m'être perdu moi-même en perdant tout ça, a-t-elle admis. Il s'avère que j'avais juste besoin de preuves pour retrouver ma voie. Nous avons mangé des plats simples dans des assiettes dépareillées. Sarah est arrivée avec une bouteille et la nouvelle que mon portail hypothécaire affichait le nouveau solde. Nous avons trinqué à l'eau et au vin, dégustant la tarte au citron dont ma tante avait juré qu'elle n'était pas industrielle. À la construction de ce que nous gardons, a trinqué Sarah. Et au retour de ce qui ne nous a jamais appartenu, a ajouté Meredith. Plus tard, je suis sorti sur le porche. Le chêne dressait ses branches sombres contre un ciel constellé d'étoiles brillantes. Les fenêtres du cottage projetaient de petits carrés de lumière sur la terre que nous avions retournée à la main. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de maman, merci de laisser un espace que je n'ai pas mérité. Je vais essayer de devenir quelqu'un qui le pourrait. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Les excuses étaient des graines. J'avais appris à attendre et à observer ce qui allait pousser. Au cours des semaines suivantes, l'atmosphère de ma vie a changé. À l'école, une mère d'élève m'a remis une carte contenant un reçu de don au fonds de bourse d'études, pour l'enseignante qui a appris à mon fils le mot intégrité. Le cottage s'est doucement rempli de ce que j'avais choisi, une table en chêne d'occasion, un plaid tissé, une lampe de seconde main qui rendait les soirées chaleureuses et douces. Le samedi, Meredith et moi nous promenions dans le quartier, deux femmes désapprenant ce qu'on leur avait dit qu'elles devaient aux autres. Par dimanche tranquille, je me tenais dans le jardin avec un sécateur et pensais au calcul de la transmission. Ce qu'il fallait garder, l'insistance de mon grand-père sur l'équité, l'obstination qui m'avait fait économiser, la tendresse qui me poussait à enseigner. Ce qu'il fallait rejeter, un scénario où ma valeur se mesurait à mon silence, le culte de la réputation, l'idée que l'amour pouvait être imposé par des écritures comptables. J'ai sorti la reconnaissance de responsabilité signée de son dossier et l'ai glissée dans ma propre boîte inifugée. Pas des trophées, pas des menaces, juste les reçus d'une vérité reconquise. Ce soir-là, quelques amis se sont réunis pour dîner. Sarah a apporté du pain au romarin. Jacques, de l'école, a posé une tarte avec un haussement d'épaule, elle est moche, mais elle est honnête. Meredith a allumé des bougies qui sentaient discrètement la pluie. Nous nous sommes passés les plats au-dessus d'une table encore un peu cabossée sur les bords, mais parfaite à mes yeux. Une place en bout de table est restée vide. Je ne l'avais pas dressée exprès, je ne l'avais tout simplement pas attribuée. Une fois la vaisselle débarrassée et les rires retombés en un murmure confortable, je me suis installé sur la balancelle du porche avec mon journal. La brise traversait le chêne comme un hymne murmuré. J'ai écrit, la chose la plus précieuse que j'ai récupérée n'était pas l'argent. C'était l'autorité sur mon temps, mon nom et ce que je consens à accepter dans ma vie. Ma famille ne ressemblera peut-être jamais à celle que j'imaginais, mais j'en construis une malgré tout, patiemment, de mon plein gré et dans la lumière. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Rachel. Cette fois, seulement 3 mots, je suis prête maintenant. J'ignorais ce que, prête, signifiait pour elle. Du repentir, de la réparation, ou simplement du soulagement. Mais la porte que j'avais laissée entr'ouverte le restait. Être prête ne se mesurait pas par des promesses, mais par des actes. À l'intérieur, quelqu'un a ri de quelque chose à la radio.
Le porche sentait légèrement le citron coupé et la terre fraîche. J'ai refermé le journal et levé les yeux. Des lucioles brodaient de brefs avenirs au-dessus du jardin. Le chêne a bruissé une fois, telle une bénédiction.